Merci de m'avoir invité, de me proposer effectivement de venir vous parler d'éthique dans le numérique. Et pour vous expliquer pourquoi je viens vous parler de ça, je vais faire quelque chose que normalement n'est pas très poli, mais je vais vous parler de moi. Pour ceux qui connaissent peut-être, j'ai fondé, donc je m'appelle Guillaume Champeau, j'ai fondé un magazine il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Numérama, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est devenu un des principaux médias qui parle du numérique et dont la spécificité était de s'intéresser aux interactions entre nos choix de technologie ou les régulations des technologies et l'impact que ça peut avoir sur la société. Et je suis resté rédacteur en chef de Numérama pendant une quinzaine d'années. J'ai commencé, j'ai oublié ce petit morceau de l'histoire quand j'étais étudiant en droit. Et puis le droit, un peu comme vous, m'a beaucoup manqué. Et donc je me suis remis à faire du droit il y a 2-3 ans avec une spécialisation en droit de l'homme où je me suis intéressé aux problèmes des droits fondamentaux sur Internet et en particulier la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme sur Internet. Et c'est ce qui m'a amené à quitter en fait, le journalisme et à rejoindre Quant en fin d'année dernière pour m'occuper de la direction de l'éthique chez Quant. Alors pourquoi on parle d'éthique dans le numérique et l'informatique? D'abord, il faut rappeler ce que c'est que l'éthique. Ça vient du grec ethikos ou du latin ethica. Et quand on regarde en fait dans les dictionnaires, vous pouvez remplacer par morale. Globalement, est éthique ce qui est moral, ce qui est relatif à la morale. Et donc l'éthique, c'est adopter un comportement moral en société. C'est quand on est, comme moi, devant vous, j'adopte un comportement, j'essaye d'être à peu près poli et de faire que mes actions n'aient pas de répercussions négatives sur vous. C'est une certaine vision de la morale. Donc l'éthique, c'est adopter un comportement moral vis-à-vis des tiers. Vous m'entendez mieux si je parle comme ça, vous préférez? Ouais. Bon, et on pourrait arrêter là la conférence et finalement on n'aurait rien dit, puisque c'est quoi la morale? Si je prends 10 personnes parmi vous dans la salle, on aura probablement 10 définitions différentes ou 10 perceptions différentes de ce qui est moral en société. Alors comment on fait à partir de là et comment ça se passe surtout en matière d'informatique et de numérique? C'est quoi, quand on est un développeur ou quand on a une start-up, c'est quoi avoir un comportement éthique en société sur le numérique? Pour des développeurs, ça peut être par exemple se dire je ne vais pas publier des logiciels qui sont dangereux ou néfastes pour les tiers, donc je ne vais pas aller diffuser des virus ou des malwares, faire des choses qui font que peut-être mon logiciel va effacer le contenu du disque dur, aller récupérer ou chiffrer le contenu en échange d'une rançon, ce genre de choses. A priori, quasiment tout le monde est d'accord avec ça, sauf si vous travaillez dans les services de renseignement où là on vous dit il nous faut des malwares pour pouvoir aller intercepter ce que font les terroristes ou si vous travaillez à la police et qu'on vous dit il faut que tu nous développes un malware qui permette d'espionner un réseau pédophile pour qu'on puisse tout simplement monter un dossier contre eux et qu'ils passent en justice. Quand vous êtes développeur, vous créez un logiciel, vous le mettez sur le marché, pendant combien de temps vous devez assurer les mises à jour de votre logiciel pour qu'il fonctionne et qu'il soit compatible avec le maximum de systèmes, et si vous avez des bugs, pour pouvoir le faire que vous les corrigiez. Pendant combien de temps vous continuez à les corriger? Est-ce que c'est éthique de s'arrêter tout de suite? Est-ce que c'est éthique de s'arrêter dans 1 an, dans 5 ans? Voilà, tout le monde a un peu une vision différente. Après, il y a des choses qui sont un peu plus communes. Ne pas tromper sur les fonctionnalités, ça c'est juste ne pas mentir en fait. Respecter les droits d'auteur. Je ne sais pas combien il y a de développeurs parmi vous? Okay, une petite vingtaine a priori. Vous imaginez peut-être tous que soit vous respectez les droits d'auteur, soit vous vous dites on s'en fout, et en fait ça va beaucoup dépendre. Souvent, si vous travaillez pour une entreprise qui fait du logiciel propriétaire, vous allez avoir tendance à avoir une vision assez sacrée de vos droits d'auteur. Si vous travaillez pour le logiciel libre, à avoir une vision un peu plus libérale, mais en même temps vous voulez être cité comme contributeur et que dans les sources, quand on récupère des briques que vous avez développées, ce soit cité. Donc c'est une certaine vision de l'éthique aussi. Est-ce que faire du logiciel propriétaire, justement, c'est éthique ou pas éthique? Vous savez qu'il y a des débats qui durent depuis plus de 20 ans sur ces questions, j'y reviens pas. Si vous faites de l'IA, est-ce que c'est éthique de biaiser ou pas ces algorithmes, ou d'utiliser, si vous faites de l'instruction par machine learning de vos systèmes d'intelligence artificielle et que vous utilisez des datasets qui sont eux-mêmes biaisés. Par exemple, vous faites de la reconnaissance de visage. Et en fait, toute votre base de reconnaissance, ce sont des blancs. Et votre système ne fonctionne pas sur les noirs ou les asiatiques.
Simplement, pas parce que vous êtes raciste, mais parce que vous avez utilisé un dataset qui était complètement biaisé à la base, qui fait que votre système ne sera utilisable que par une partie de la population. Est-ce que c'est éthique ou pas? Est-ce que si vous développez des intelligences artificielles, vous allez aller jusqu'à leur donner une autonomie complète, ou est-ce qu'il faut quand même garder un contrôle et garder un bouton off quelque part? Je ne reviens pas sur les lois de la robotique. Voilà. Toutes ces questions, elles se posent en informatique depuis des décennies. Et il y a eu des tentatives d'encadrer, en fait, puisque les développeurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce qu'était un comportement éthique ou pas éthique. Il y a eu des tentatives d'encadrer une sorte de déontologie des développeurs. Et j'ai fouillé, j'ai regardé ce qu'il y avait eu comme travaux sur le sujet. Ce que j'ai trouvé de plus abouti, c'est ça, c'est le code d'éthique et de déontologie de l'ingénieur logiciel, qui forcément s'adresse à des développeurs, et puisqu'il y a des développeurs parmi vous, ça vous fera plaisir, il y a un numéro de version. C'est donc le code numéro 5.2, qui a été mis à jour pour la dernière fois en 1999. Donc ça commence à dater. Ça a été mis au point par l'I3E, qui est une grande association américaine. À la base, ce sont des électroniciens, des électriciens, et puis c'est devenu, ça s'est ouvert aux ingénieurs, développeurs de logiciels. Et aujourd'hui, ça compte plus de 400 000 membres à travers le monde. Et il y a 400 000 membres qui sont censés respecter ce fameux code d'éthique et de déontologie. On nous dit donc c'est une norme d'enseignement et de pratique du génie logiciel. C'était à l'époque où on disait encore des ingénieurs logiciels, ce que plus personne dit aujourd'hui. Et ce code d'éthique, il fixe 8 principes. Je ne vais pas tous vous les lister, je vais juste surtout m'attarder sur le premier d'entre eux, c'est le public. C'est que les ingénieurs logiciels doivent agir dans l'intérêt public en tout temps. Ensuite, c'est plus des principes qui sont liés à la vie dans l'entreprise, au rapport avec l'employeur, au rapport avec les clients, la façon dont vous gérez les projets en interne, le respect que vous avez pour votre profession. Si par exemple il y a des obligations vis-à-vis de vos collègues, et puis vis-à-vis de vous-même, vous avez l'obligation de vous former en permanence et de former les autres, donc d'assister à ce type de conférences qui vous permettent de vous instruire, et puis vous-même de donner des talks pour pouvoir instruire les autres. Il y a voilà, 8 principes qui sont détaillés dans cette charte, mais le premier, sur votre relation au public, est, selon en tout cas le sujet dont on parle aujourd'hui, le plus important. Et on nous dit en préambule de ce code que ce sont des obligations, je souligne le mot obligation, fondées sur l'humanisme des ingénieurs logiciels, sur l'attention spéciale qu'ils sont tenus d'accorder aux personnes touchées par leur travail et sur les éléments uniques de la pratique du génie logiciel. Et on nous dit que ces obligations, elles sont valables pour quiconque se réclame du titre d'ingénieur logiciel ou même simplement aspire à le devenir. C'est-à-dire que si vous voulez peut-être devenir un jour un ingénieur développeur de logiciels, ou si dans votre entreprise, il y a des gens que vous recrutez pour créer des logiciels, ils sont censés adhérer à ce code éthique et suivre ce code éthique qui s'applique, je rappelle, à au minimum 400 000 personnes. Le problème, c'est qu'en tant que juriste, on m'a toujours appris une obligation. S'il n'y a pas de sanction, c'est pas une obligation. C'est juste de la théorie, mais derrière, il ne se passe rien. C'est ce qui va nous différencier de beaucoup de professions. J'en ai listé ici quelques-unes, les avocats, les médecins, les architectes, les pharmaciens, les comptables, qui eux ont des obligations déontologiques et qui, pour pouvoir accéder à cette profession, doivent respecter un code éthique et même prêtent serment pour pouvoir simplement exercer leur métier. Et ils prêtent serment sur un code déontologique, code d'éthique, c'est à peu près la même chose. La question c'est, est-ce que on va en arriver dans le numérique ou avec les développeurs à devoir respecter un code d'éthique? Est-ce qu'on va un jour en arriver à faire que pour être développeur, pour pouvoir accéder dans une entreprise qui nous fait développer des logiciels ou des applications ou des services en ligne, est-ce qu'on va devoir prêter serment sur un code, on ne sait pas encore qui va l'écrire, mais qui dira quelles sont les règles éthiques qu'on s'engage à respecter? Je pense que sur la vingtaine de développeurs que vous êtes, il n'y en a pas un seul qui va dire oui, c'est une idée géniale, il faut le faire. À peu près tous les développeurs et toutes les entreprises redoutent ça. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Parce que si vous prenez un livre d'histoire de la médecine, les premiers médecins, ils n'avaient pas de diplôme. Hein. C'était juste, ils allaient chercher des plantes et ils vous donnaient ce qu'il fallait. Et puis il se trouve qu'un jour, ça a fait mourir quelqu'un. Et là, on s'est dit, ce serait peut-être bien quand même qu'on n'aille pas voir n'importe qui quand on est médecin. Les avocats, c'est pareil. C'est-à-dire que vous, potentiellement, si vous êtes condamnable à mort, c'est quand même mieux de se faire défendre par quelqu'un qui sait vous défendre que par quelqu'un qui va vous emmener lui-même
sur l'échafaud. Les pharmaciens, c'est pareil, il vaut mieux quand même quand ils vous donnent un médicament qu'ils ne confondent pas un Doliprane avec je ne sais pas quoi. Enfin bref, tout est né d'une réflexion un peu tardive qui a pris parfois des décennies, parfois des centaines d'années sur le fait que des métiers pouvaient être dangereux et nécessitaient d'être réglementés pour simplement y avoir droit d'exercer cette profession et que le public puisse être rassuré par rapport à ça. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne pense pas, mais je n'affirme pas. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver peut-être dans quelques dizaines d'années avec l'obligation de suivre des codes éthiques. Parce que finalement, on a assez peu conscience, et de moins en moins, j'ai l'impression, de l'incidence que peut avoir un développeur d'applications, de logiciels, de services de big data, de plein de choses, de robotique, sur la société, sur les individus. Et que finalement, parfois, ça peut être aussi dangereux d'être développeur de logiciels que d'être médecin. Ou en tout cas, de faire le médecin. Et donc, si on ne veut pas en arriver à la situation où on va nous imposer de devoir passer un diplôme et de prêter serment pour simplement avoir le droit de taper quelques lignes de code et de les exécuter quelque part, il faut un référent. Et ce référent, c'est, en tout cas, c'est un référent assez universel, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, vous avez tous entendu parler, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Vous savez qu'il y a eu en Grande-Bretagne le Bill of Rights, aux États-Unis la Constitution américaine, tout ça au XVIIIe siècle. Mais finalement, au niveau international, c'est vraiment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où là, les États se sont regardés, ils ont vu ce qui s'est passé en Allemagne, au Japon, sur des populations. On a vu ce qu'on faisait, ce que les États étaient capables de faire à leur propre population, à plein de niveaux. On pense évidemment aux chambres à gaz, ce qui s'est passé en Europe, mais il n'y a pas que ça. Au niveau de l'atteinte à la liberté d'expression, à la vie privée, à la liberté religieuse, etc. Et donc on a pris conscience que les États pouvaient être dangereux pour leur population, et à un tel point qu'il fallait protéger les populations contre les États. Jusque-là, l'idée qui régnait, c'était les États sont souverains sur leur population, ils font ce qu'ils veulent, et en tant qu'État étranger, je n'ai pas à intervenir dans ce qui se passe dans ce que chaque État fait auprès de ses populations. Depuis 1948, on a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on a traduit dans des codes qui sont qui ont une valeur contraignante pour les États, qui sont les pactes de New York de 1966. Et les États se sont mis d'accord, ils vont se surveiller entre eux, c'est le système de l'ONU, pour désigner des États qui ne respectent pas les droits de l'homme, et parce qu'on a conscience que les États peuvent créer du mal à leur population. Dans ces droits, je vais passer rapidement, il y a la liberté d'expression. Et il y a aussi la vie privée qui, d'ailleurs, avant, dans le classement, c'est article 12, liberté d'expression, c'était 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc toute personne a droit à la vie privée, et ça, c'est un droit fondamental, au sens strict. C'est-à-dire que c'est un fondement sur lequel vous allez pouvoir construire. Et c'est intéressant de voir qu'on le retrouve très haut dans le code d'éthique. C'est-à-dire que vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a 8 principes. Et en fait, ces 8 principes sont eux-mêmes sous-divisés en plusieurs principes, et c'est le 1.03, donc le troisième sous-principe du premier principe, nous dit qu'en tant que quelqu'un qui est déjà ingénieur logiciel ou qui aspire à devenir un ingénieur logiciel, vous ne pouvez approuver, c'est-à-dire faire sortir, publier un logiciel seulement si vous êtes convaincu qu'il ne favorise aucune ingérence dans la vie privée. Je rappelle, c'est 99. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, Google c'était encore dans un garage, il n'y avait pas encore Amazon, c'était encore un vendeur de livres, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas tout ça. 99, et on n'a pas mis à jour depuis. Mais en 99, on pensait encore qu'un ingénieur logiciel, il devait toujours ne favoriser aucune ingérence dans la vie privée. Je disais donc c'est un droit fondamental. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de protection de votre vie privée, vous n'avez pas de liberté. C'est aussi simple que ça. Là, la façon dont je me comporte aujourd'hui, je sais que je suis en public, je ne vais pas me comporter de la même manière que si je suis tout seul à la maison avec juste ma femme et mon fils, ou si je suis avec ma maman, ou si je suis avec des amis. Vous voyez, on a tous une façon de réagir dans des cercles différents, et de dire des choses que peut-être chez moi je dirais, par exemple des opinions politiques que je ne dirais pas ici, voire ici je peux vous mentir, je peux aussi mentir à ma femme, ça m'arrive. Mais globalement,
quand je suis chez moi, dans mon enceinte familiale, je peux dire à peu près ce que je veux et partager les informations que je veux sans craindre d'être jugé au sens figuré comme au sens propre. Donc la liberté, elle est fondamentale pour pouvoir avoir la liberté d'expression et d'information, puisque si vous savez que vous êtes permanemment surveillé, vous pouvez redouter les informations que vous allez donner aux autres, donc pas vous sentir libre de les donner, donc vous n'allez pas les donner. Et à ce moment-là, est-ce qu'on est en démocratie si la démocratie, elle est basée sur le fait de contrôler ce que les gens s'échangent comme information? Donc sans vie privée, pas de démocratie. Et ça, c'est vrai, évidemment, j'ai envie de dire, aussi sur Internet, mais c'est pas si évident que ça, parce qu'il a fallu attendre 2013, après le scandale des révélations de Snowden, pour que l'ONU le dise pour la première fois. Que les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne. Et c'est important et heureux qu'il l'ait dit, puisque là, je vous ai reproduit la population mondiale. Si Facebook et Google étaient des États, ils sont autour de 2 milliards d'utilisateurs. La Chine, l'Inde, l'Europe et a fortiori les États-Unis sont bien au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité. Tout à l'heure, je vous disais, on a pris conscience de la responsabilité des États sur leur population au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On est en train de prendre conscience, en matière de vie privée, en matière de liberté d'expression, que ces plateformes-là, qui ont 2 milliards de personnes, ont aussi des responsabilités très fortes vis-à-vis des 2 milliards de personnes pour protéger, au minimum respecter, mais si possible protéger leurs propres droits fondamentaux sur Internet. Et parmi eux, il y a la liberté d'expression. Et en général, quand on dit la liberté d'expression, on s'arrête là. Parce que, à moins que vous soyez juriste, vous ne savez pas que dans la liberté d'expression, il y a aussi la liberté d'opinion, parce qu'en fait, tout le monde trouve que c'est quasi normal d'avoir la liberté d'opinion. L'opinion, c'est ce qui se passe dans votre tête, dans ma tête. C'est le fort intérieur. Ça, c'est, on va imaginer que c'est mon cerveau. Ce qui se passe dans mon cerveau, vous pouvez même m'ouvrir, me faire une opération chirurgicale. En tout cas, on n'a pas la technologie pour savoir ce qui s'y trouve. Ou on n'avait pas la technologie pour savoir ce qui s'y trouve. Parce qu'aujourd'hui, le cerveau, on le met dans le cloud. On est en train de le cloner en mettant toutes nos pensées dans le cloud. Tout ce qu'on pense intimement, tout ce qu'on fait dans le secret de son foyer familial, on le met dans notre cerveau cloné sur Internet. On a tous les sites qu'on va visiter. Si vous visitez régulièrement le site d'un parti politique, qu'il soit de gauche, de droite, ça peut dire quelque chose sur vos opinions. Si vous visitez les sites religieux, ça veut dire quelque chose aussi. Si vous visitez les sites qui vont vous expliquer comment faire des attentats, ça peut dire quelque chose aussi sur vos opinions. Il y a l'historique des sites que vous fréquentez, et puis il y a aussi toutes les chansons, ce qui n'a l'air de rien, les chansons que vous écoutez, vous avez tous votre historique, Deezer, Spotify, Google Music ou je ne sais quoi. A priori, c'est complètement innocent, mais si vous écoutez, je sais pas, du rap dans lesquels les paroles, c'est plutôt des paroles de rébellion contre l'État, ou des paroles révolutionnaires, si vous écoutez des chants révolutionnaires, si vous êtes musulman, que vous écoutez des musiques du muezzin, par exemple, que vous programmez, ou des prières religieuses que vous trouveriez sur des albums, ça existe, hein, vous pouvez vérifier. Tout ça, c'est archivé, c'est des historiques. Si vous allez sur YouTube et que vous vous intéressez, là, on vient de passer la période électorale, je pense que dans la salle, il y en a pas mal d'entre vous qui ont été au minimum regarder des petits extraits, des petites séquences vidéo au sujet de candidats, voire des longues conférences qui parfois durent plusieurs heures, ou, pour en citer quelques-uns, Mélenchon qui a sa chaîne, Asselineau qui a fait 0, je ne sais plus combien de pourcents, mais qui avait aussi une chaîne YouTube qui fonctionnait, et vous savez que tout ça c'est analysé par YouTube, et quand vous retournez, que vous regardez, il suffit de regarder une seule vidéo, on vous propose toujours les mêmes vidéos des mêmes candidats. Et ça dit a priori quelque chose sur vos opinions politiques si vous avez tendance à les regarder et à les conseiller aux autres et à liker ou pas les vidéos que vous regardez. Il y a, dans ma poche, j'ai mon téléphone, vous l'avez tous avec vous, vous avez tous dans votre téléphone une liste de contacts et un historique d'appels et un historique de mails, et donc on peut voir qui vous avez dans votre carnet d'adresses, qui vous appelez régulièrement, à qui vous envoyez des mails, et puis on peut aussi voir dans votre carnet d'adresses ceux à qui vous ne parlez jamais, ceux que vous ne contactez jamais, et ça dit quelque chose sur vos cercles d'amis. Et puis vous savez que les services de renseignement s'intéressent énormément à ces informations-là, parce que ça permet de voir par rapprochement quels sont un peu vos cercles idéologiques, parce qu'en général les personnes qui partagent les mêmes opinions ont tendance à communiquer entre elles, donc ça peut être très révélateur.
Il y a les livres qu'on achète jusqu'à, on va dire, jusqu'à une petite dizaine d'années. Quand on achetait des livres, en général, on allait à la Fnac du coin ou je sais pas, dans une librairie. Peut-être on l'achetait en liquide et finalement personne savait qu'on l'achetait ou quelque part quelqu'un savait qu'on l'achetait mais on n'achetait pas toujours au même endroit. Ou éventuellement on savait qu'on avait acheté des livres mais on savait pas qu'on les lisait. Or aujourd'hui, non seulement quand on achète des livres numériques, on sait si vous les avez achetés, on sait si vous les avez lus et on sait même les passages que vous avez trouvés intéressants puisque vous les avez potentiellement annotés, surlignés dans des applications et tout ça, c'est mis dans votre cerveau numérique sur Internet. Et puis il y a tout ce que vous demandez à votre moteur de recherche tous les jours. Et là, vous en dites, sans même en avoir conscience, énormément de choses. C'est-à-dire que si vous allez sur votre moteur de recherche habituel, vous avez une maladie, vous ne savez pas ce que c'est, avant d'aller chez le médecin, vous allez vous renseigner, vous tapez la liste des symptômes que vous avez. Bah, le premier à savoir la maladie que vous avez, en fait, c'est votre moteur de recherche. Si vous cherchez, pour reprendre l'exemple des élections, si vous cherchez à vous renseigner sur un candidat ou en tout cas une orientation, une couleur politique de candidat plutôt qu'une autre, ça dit aussi quelque chose. Si vous êtes parisien, vous recherchez des appartements et que l'appartement que vous recherchez, vous tapez appartement 5 pièces, Paris intramuros, ou si vous recherchez appartement 2 pièces, deuxième couronne de Paris, ça ne voudra pas dire la même chose sur votre niveau de revenu. Pareil sur la religion, pareil sur vos orientations sexuelles. Si vous recherchez un bar gay en plein centre de Rouen, a priori ça peut vouloir dire quelque chose sur votre orientation sexuelle. Et tout ça, c'est dans votre historique de recherche. Et tout ça, c'est dans un même cerveau numérique où on combine toutes ces informations. Et votre cerveau, qui était votre fort intérieur, qui était votre liberté d'opinion, a priori, vous pensez ce que vous voulez et personne ne le sait. En réalité, ça devient une base de données que les services en ligne, en tout cas certains services en ligne et les quelques-uns au monde, j'ai pas besoin de citer de nom, vous avez tous en tête, qui arrivent à rassembler toutes ces informations. Elles ont des bases de données sur vous, sur ce qui se passe dans votre tête, et finalement, ils arrivent à quelque part mieux vous connaître que vous, mieux vous connaître que votre mère, et elles font absolument ce qu'elles veulent de ces informations. Alors ça, juste pour... moi, j'utilise très très peu Facebook, mais c'est mes centres d'intérêt, paraît-il, selon Facebook. Vu que je n'utilise quasiment pas Facebook, j'ai demandé à d'autres s'ils pouvaient me donner les siennes. Donc là, je suis tombé sur quelqu'un dont Facebook pense qu'il s'intéresse à la fois au vert et à l'UMP. Pourquoi pas. Et puis là, j'ai tombé quelqu'un qui a priori est un métalleux mais fan de l'Union européenne, puisqu'il s'intéresse beaucoup à l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, le vice-président de la Commission européenne. Quand vous allez sur Facebook, regardez, hein, vous allez... Alors Facebook, c'est pas hyper précis, en tout cas ce qu'ils affichent. C'est surtout les pages que vous likez officiellement, et puis les publicités sur lesquelles vous cliquez. Par contre, ils vous disent pas tous les contenus sur lesquels vous vous attardez, et ça c'est mémorisé aussi. Ils s'intéressent pas au contenu que vous partagez, tout ça c'est analysé aussi. Là, ils vous dévoilent juste une toute petite partie du cerveau, de la copie du cerveau qu'ils ont de vous. Sur Google, c'est pareil, vous pouvez aller voir, vous avez les centres d'intérêt réels ou supposés. C'est assez drôle, je lis juste la phrase « Nous faisons notre possible pour inclure des sujets issus d'autres services Google ». C'est-à-dire qu'ils veulent vous rassurer, hein, ils regardent tout. Voilà. C'est à peu près révélateur de qui je suis. J'ai regardé ça hier. J'avais regardé il y a quelques années, à l'époque où j'étais encore journaliste et je m'intéressais, je travaillais notamment sur la loi renseignement. Vous savez, c'était la loi, une des lois les plus importantes de l'ère Sarkozy sur l'antiterrorisme et la façon dont l'État peut espionner ou pas ce qui se passe sur Internet. Et dans mes centres d'intérêt qu'avait repéré Google et qu'ils vendaient aux publicitaires, il y avait renseignement et antiterrorisme. Moi ça va, j'étais journaliste. Mais peut-être ça peut être gênant pour des gens, surtout à l'époque, on était en plein débat sur est-ce qu'on va ou pas pénaliser la visite des sites terroristes. Quels sont les indices qu'on va utiliser sur Internet quand on met les fameuses boîtes noires sur les FAI, chez les FAI, enfin les fournisseurs d'accès Internet, chez les hébergeurs, quels sont les indices qu'on va récolter pour savoir que quelqu'un potentiellement peut être un terroriste. Bon, bah, je pense que quelqu'un qui s'intéresse au renseignement et à l'antiterrorisme, peut-être ça peut éveiller une petite lumière quelque part. Bon, ça n'est plus aujourd'hui dans mes centres d'intérêt Google, mais ça tombe bien, j'utilise plus Google, donc c'est peut-être pour ça. Tout ça, ça pose la question, est-ce qu'on est encore vraiment libre ou pas vis-à-vis de soi-même, ou est-ce qu'on devient, parce qu'on a cloné son cerveau,
On utilise de plus en plus le cerveau qui est sur nos services en ligne. Donc, est-ce qu'on est autonome ou est-ce qu'on est à la merci des autres? Juste pour vous donner, je ne vais pas avoir le temps de m'attarder, mais Facebook, par exemple, il y avait eu une étude du Wall Street Journal en 2014 et ça ne s'est pas arrangé depuis, voire ça a plutôt empiré. À peu près 70% des contenus que publient vos amis, vous ne les voyez jamais. C'est-à-dire que Facebook choisit 3 contenus sur 10, et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt autour de 1 contenu sur 10, qui va vous afficher et il va cacher les 9 autres. Parce que ces algorithmes auront jugé que ce n'est pas intéressant. Peut-être que vous auriez trouvé ça intéressant. Vos amis qui ont partagé, s'ils ont partagé, c'est qu'a priori, ils trouvaient que c'était intéressant de le partager. Mais Facebook, lui, décide par ses algorithmes que vous, en fonction de votre profil, de votre cerveau cloné, c'est pas intéressant. Bon, avant que ça lâche. Google, c'est pareil, depuis 2009, ils nous disent on fait de la recherche personnalisée. Ça va tenir en régie? Ils font de la recherche personnalisée, donc les résultats, si on prend 5 personnes, on fait la même requête sur Google pour des gens qui utilisent Google, vous n'aurez pas les mêmes résultats sur les requêtes, parce qu'il va trier l'information qu'il vous montre en fonction de qui vous êtes, ou en tout cas de ce qu'il pense être vos centres d'intérêt. Demain, ce sera, si vous portez une montre connectée, ça regarde votre rythme cardiaque, ça c'est encore gentillet, et puis ils sont en train de travailler sur l'analyse sanguine aussi, pour vous dire finalement aussi en fonction de votre ADN, et c'est pas de la science-fiction, hein, c'est vraiment vrai. En fonction de votre ADN, on sait que vous avez des prédispositions à certaines maladies. Donc potentiellement, votre mutuelle peut vous dire, moi je veux que vous preniez tel médicament en préventif. Jusqu'à présent, on pouvait toujours vous dire, prenez ce médicament. Si vous ne le preniez pas, personne ne le savait, au moins de faire vraiment une prise de sang régulièrement. Avec les objets connectés, on va pouvoir le savoir et on va vendre l'information que vous prenez ou pas vos médicaments, puisque c'est surveillé en permanence par la montre que vous portez. Puis ça tombe bien, la mutuelle va vous donner des réductions. Ça paraît de la science-fiction, mais ça existe déjà pour savoir si vous faites bien vos 10 000 pas par jour. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a des assurances qui aujourd'hui vous donnent des réductions en fonction des efforts ou pas que vous faites au niveau de votre santé. Il y a aussi, Google propose, puis il y en a d'autres, de répondre automatiquement à vos mails. Parce qu'il analyse le contenu de vos mails, la manière dont d'habitude vous répondez à ce genre de message, et donc il dit t'inquiète pas, je vais répondre à ta place. Ou en tout cas, il suggère des réponses. Et puis il y a tous les assistants personnels qu'on met chez soi, où on dit finalement achète-moi, j'ai besoin d'un paquet de pâtes. Bon, c'est lui qui va choisir en fonction de ce que vous avez l'habitude d'acheter, le paquet de pâtes qu'il vous faut. Est-ce que c'est vraiment encore vous qui prenez les décisions ou est-ce que c'est le service en ligne? Et sur quelle base? Est-ce que vous avez vraiment conscience de sur quelle base on vous affiche des informations et du coup de ce que vous partagez parce que vous pensez que c'est intéressant ou juste parce que c'est la seule information qu'on vous a donnée et donc vous partagez cette information-là? Je fais juste une parenthèse, on parle beaucoup des fake news en ce moment. Les fake news, ça a toujours existé. Moi, en tant que journaliste, des intox, j'en ai vu plein. Mais c'est juste parce que, vu qu'on vous cache plein d'informations, souvent, vous ne voyez même plus l'information qui est vraie, donc vous perdez le réflexe de douter sur ce que vous voyez, donc vous partagez une information qui vous paraît vraie alors qu'elle vous paraît fausse. Donc ça a fait dire à beaucoup de monde que sur Internet, on risque de perdre sa liberté. Moi, je pense que c'est le manque d'éthique sur Internet qui fait qu'on va perdre sa liberté. Et donc, je reviens à ce qu'on disait au tout début, les développeurs, les entreprises ont l'obligation d'être éthiques sur Internet pour éviter toutes les dérives qui font que demain, potentiellement, les humains ne seront plus maîtres réellement d'eux-mêmes. L'ONU a dit en 2011, il y a les principes directeurs qui ont été adoptés qui nous disent que les entreprises ont l'obligation de respecter les droits de l'homme. Et pour vous donner un exemple, comment chez Quant on respecte les droits de l'homme, est-ce que je peux avoir 2 minutes en plus ou c'est... Ouais. On fait de la recherche sans tracking, c'est-à-dire on a un moteur de recherche, mais qui respecte votre vie privée. Et comment on fait en pratique? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cookies. Donc il n'y a rien qui permet de dire que vous êtes venu sur Quant ou pas, est-ce que vous avez recherché, donc on ne va pas dire à des régies publicitaires et on ne saura pas là où vous avez été. On n'a pas d'historique de vos recherches, donc on ne risque pas d'aller trier des informations en fonction de votre historique ou d'aller savoir qu'il y a un an où vous êtes intéressé à tel sujet ou même qu'il y a 10 secondes où vous êtes intéressé à tel sujet. Ça ne nous regarde pas, vous faites une recherche, on vous fournit le meilleur résultat globalement de ce qu'on pense être le meilleur résultat sur le web.
pour n'importe qui et pas pour vous. On chiffre absolument toutes les connexions avec hachage, salage pour les techniciens, qui fait qu'on n'a pas de possibilité de croiser pour une même personne le fait que telle adresse IP a effectué telle liste de requêtes. Tout est absolument dissocié. Nos infrastructures sont en Europe, donc on est uniquement au niveau du droit européen. Et on respecte le droit à l'oubli, c'est-à-dire que s'il y a un résultat qui viole votre vie privée, ou en tout cas vous le ressentez comme ça, vous nous demandez de le supprimer. Il y a de grandes chances qu'on le supprime, et si on le supprime, il sera supprimé pour l'ensemble du monde et pas uniquement en Europe. Et je vais m'arrêter là, puisque je suis déjà en retard. C'était juste pour vous dire que le genre de petites choses qu'on ne peut pas faire, c'est par exemple Google, on lui a demandé de fournir la liste de toutes les personnes qui avaient effectué une certaine requête dans une région. Nous, on ne voudrait pas répondre, mais surtout, on s'est mis en position de ne pas pouvoir répondre à ce genre de requêtes, qui vont se multiplier dans les années à venir. Et du coup, notre promesse de neutralité et le fait que certains disent que Donald Trump a pu être élu parce que les fameuses fake news dont je parlais, nous, puisqu'on n'utilise pas des informations qui permettent d'orienter les résultats et de vous présenter des résultats qui seraient plutôt de gauche si vous êtes plutôt de gauche ou des résultats qui seraient plutôt de droite si vous êtes plutôt de droite, il y a quelque part une neutralité by design qui fait qu'on fournit les mêmes informations à tout le monde, qu'elles vous plaisent ou qu'elles ne vous plaisent pas. Voilà. Merci beaucoup.